Voilà, bonjour et merci d'être connecté à DCTV en direct tous les deuxièmes mardis du mois. Distech Control vous propose de faire en quelque sorte un tour de l'actualité du smart building avec ses aspects technologiques, ses enjeux stratégiques et ses retours d'expérience. Et pour ce troisième rendez-vous, ce mois-ci, gros plan sur la flexibilité pour des bâtiments sains et on pose la question comment les espaces de vie s'adaptent-ils à l'évolution des usages. Alors faut-il voir cela comme une contrainte dans la période actuelle qui, c'est vrai, bouscule beaucoup d'idées reçues ou au contraire, est-ce que c'est une formidable opportunité en termes d'attractivité économique, en ce qui concerne également la différenciation de l'offre, mais aussi pour anticiper les modes de travail, eh bien, je compte sur nos experts présents au plateau et en connexion que je vais vous présenter dans quelques minutes pour nous éclairer. Alors sur ce plateau, justement, respect des gestes barrières et distanciation physique, c'est pour cette raison que nous n'avons pas les masques, mais la distanciation physique est là. Et je vous présente Gwenaëlle Chabroulet, directrice générale ARP Astran. Bonjour, merci d'être avec nous. ARP Astran, c'est une agence qui accompagne les transformations de l'immobilier, c'est-à-dire en quelques mots, Gwenaëlle. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et cette première question. Donc Carpastran, c'est une histoire qui a déjà presque 30 ans, qui a démarré sur les métiers de la programmation fonctionnelle technique et architecturale et sur les métiers de l'aménagement intérieur. Et ont été complétés par l'écologie, par l'ingénierie environnementale et le smart building. Et l'ensemble de ces métiers ont été percutés par un certain nombre de changements, dont des changements qui sont aussi très récents. Et ce que fait Arpastran, c'est qu'elle fait la synthèse sur ces changements environnementaux, sociétaux dans les projets de nos clients, que ce soit des projets de quartier, que ce soit des projets de bâtiments ou d'aménagement intérieur. Et parmi ces sujets, il y a l'avènement du bien-être dans l'immobilier, qu'on aime à dire par l'immobilier, qui je crois est un sujet qui va nous réunir cet après-midi. C'est net, clair, précis. Belle entrée en matière. Merci d'être avec nous, Gwenaëlle Broulet. En connexion depuis la Grèce, nous avons Ouda Mata qui est chef de projet chez Vinci Énergie. Bonjour Ouda, merci d'être connecté avec nous également. Alors avec vous, nous verrons les enjeux de ce mode flexibilité sur différents points et notamment Ouda sur le bien-être bâtiment sain et digne de confiance. Hein, c'est bien cela. Exactement. Donc, moi, je suis Huda Mata et je suis chez Vinci Énergie dans la structure qui s'appelle Building Solutions, qui regroupe les métiers de l'eau technique de construction et d'exploitation des bâtiments, donc le facility management également. Et je travaille particulièrement sur le smart building et la gestion des données, qui aide énormément pour la flexibilité du bâtiment et pour s'assurer, quand on est flexible, que tout est cohérent et digne de confiance, comme vous l'avez dit. Voilà, la connexion est établie avec la Grèce, avec Ouda Mata, vous restez bien avec nous. Évidemment, je reviens vers vous dans un très court instant. Retour en plateau avec Arnaud Ferrat. Bonjour Arnaud. Bonjour. Responsable commercial Île-de-France chez Distech Controls. Vous nous ferez part notamment également là de toute votre expérience sur la mise en œuvre concrète de ces nouveaux cas de flexibilité. On parlera de quoi? De QVT et QAI, c'est-à-dire? Exactement, de qualité de vie au travail et de qualité d'air intérieur. Bon, DCTV pour garder le contact avec vous, être à votre écoute et là aussi comme lors des précédentes sessions, des précédents rendez-vous, laissez vos questions sur le chat de l'émission. Nos experts, qu'ils soient connectés à distance ou que ce soit celles et ceux qui sont en plateau, vous répondront donc à la fin de cette émission. Il est donc question notamment, je le disais, de bien-être au travail, d'enjeux environnementaux ou encore d'optimisation, réduction des coûts, de ces trois grandes tendances qui influencent évidemment aujourd'hui l'évolution des espaces de vie et de travail, puisqu'il n'y a pas que l'espace de travail, hein, l'espace de vie également. Il sera intéressant de savoir à laquelle les entreprises sont-elles le plus sensibles actuellement. On retourne vers vous, Ouda Mata, en connexion, je le disais. Alors, pour être très clair, très précis, pour lancer les échanges, on parle de flexibilité des bâtiments, Ouda. Avec vous, un rappel des grandes attentes. Pourquoi parle-t-on de flexibilité et qu'entend-on tout simplement par flexibilité? Pour moi, la flexibilité peut dire trois choses différentes. La première, c'est la flexibilité du bâtiment en soi. Le bâtiment, il est fait pour durer plusieurs dizaines d'années. Et sur ces plusieurs dizaines d'années, son usage pourrait changer avec le temps. Comment on l'aménage, comment on l'utilise, pour qui, quel preneur le prend, tout ça, ça change beaucoup. Et il faut que le bâtiment soit capable de changer une pièce, mettre une salle de réunion ici ou là. Et en fait, il faut qu'il reste sain
même avec tous ces changements. Et quand on parle de ça, on va y revenir, mais c'est une bonne qualité d'air, une bonne luminosité, une bonne occupation, voilà, tout ça. Après, il y a la flexibilité de l'usage et la gestion de l'espace. Et en fait, ça revient un peu plus à l'occupant. Donc aujourd'hui, on voit tous que le télétravail augmente de plus en plus. Et donc, par ailleurs, le flex office aussi. Mais pour pouvoir vraiment gérer un flex office, il faut que le bâtiment soit flexible. Ça veut dire qu'on peut changer de salle, de leur disposition d'une façon assez facile et assez automatique. Donc voilà les deux sujets de flexibilité que je vois autour des bâtiments. Avec des enjeux énormes, on peut les préciser également pour lancer le débat? Oui, pour moi, il y a plusieurs enjeux. Et le premier enjeu est financier. Donc, Oui. on sait tous que, surtout en France, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même les mètres carrés. Donc, si on arrive à bien exploiter nos mètres carrés, c'est très très bien. Par contre, exploiter les mètres carrés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter certains critères très importants. C'est la qualité au travail, donc c'est la luminosité, la sonorisation, les taux de CO2 dans les bâtiments, mais aussi c'est avoir des bulles pour pouvoir téléphoner par-ci par-là, avoir des salles de réunion un peu adaptées aux usages qu'on souhaiterait avoir, donc des salles plus calmes, des salles de brainstorm. Donc voilà, plusieurs typologies d'espace. Et puis, il y a aussi un sujet d'exploitation au sens où le digital est très très présent dans nos bâtiments et quand on est flexible, il faut que le digital suive. Donc il faut un peu cette cohérence entre le physique et le digital quand on est flexible et encore plus parce qu'on est flexible. Et dernier sujet autour de cette flexibilité, c'est que si on fait des modifications, ça nécessite de faire des travaux, petits ou grands, dimensionnants ou pas, et il faut garder en tête que il faut conserver la productivité et l'exploitation du bâtiment. Donc, à chaque fois qu'on interrompt le travail des gens sur un bâtiment, ça veut dire que nos travaux ont été très bien planifiés en amont. Oui, Audin, on va revenir sur certains aspects que vous venez d'évoquer avec Gwenaëlle et Arnaud ici en plateau. Arnaud, pour rebondir sur ce que disait Gwenaëlle, oui, les espaces doivent se réinventer en effet. L'une des clés, on est d'accord, c'est la flexibilité en termes de services et de prestations également, hein. Oui, tout à fait. Ce n'est pas uniquement dans les aménagements et dans le lieu de vie, c'est aussi dans tout ce qui va être services et prestations qu'on va apporter en fait aux utilisateurs, qui est important, comme disait Ouda, et dans aussi toute la partie exploitation qui est importante d'avoir quelque chose d'ouvert, de connecté et qui va être périn dans l'avenir. Gwenaëlle, vous aviez un point à rajouter, oui. Sur la partie de la flexibilité, ce que je voulais apporter, c'est peut-être le regard sur les organisations qui sont aujourd'hui invitées à regarder très précisément ce que va vouloir dire le télétravail pour leur organisation. Donc aujourd'hui, on n'a pas de complète certitude. On a quand même des sondages et des enquêtes, des questionnaires qui révèlent qu'il y a une attente de mode de travail hybride, peut-être une autre forme de flexibilité. Et cette hybridité, elle va vers un travail qui est un travail que nous, on appelle Figital chez Arpas Trans, qui est l'alliance d'une expérience physique dans les locaux et d'une expérience digitale via d'autres outils qu'on utilise avec des plateformes de collaboration à distance. Donc je pense que cette flexibilité dans le monde du travail, de l'organisation, du management des équipes, elle doit trouver son pendant dans des lieux physiques que sont les espaces de bureau, mais pas que les espaces de bureau type siège ou de l'entreprise, mais d'autres types de bureaux qui sont à l'extérieur de l'entreprise, peut-être plus proches du lieu de vie, plus proches de services que vous avez évoqués. Et je pense qu'il faut que ces différentes flexibilités et agilités se fassent dans un travail un peu de concert, de manière à ce qu'on trouve des solutions qui soient pérennes et qui soient résilientes dans un mode peut-être plus test and learn, ce qu'on est en train de faire depuis 18 mois à marche un peu forcée, mais on n'aurait peut-être jamais fait ce mode test and learn. Donc c'est peut-être une opportunité finalement que nous a apporté cette crise. Donc je voulais donner
voilà, ce point de vue, sachant que si je donne des chiffres qui ne sont pas issus de moi, mais des gens très sérieux qui ont fait des enquêtes, donc il y a Vous êtes deux belles sérieuse aussi, enquêtes. hein, Gwenaëlle, c'est pas un Oui, sujet. il y a deux belles enquêtes qui ont été faites. Une que peut-être est moins connue, qui est faite par Gensler, et une autre qui est faite mieux connue par le BCG et Cadre Emploi, qui évoque le souhait de télétravail et de mode hybride est plébiscité, en particulier par les plus jeunes, mais pas que, en fait, avec des taux extrêmement importants qui vont de 75 à 80%. Mais on a aussi un taux de télétravail qui serait plutôt de l'ordre de 1-2 jours. Aujourd'hui, ce que révèlent les sondages, de manière systématique, qui ferait qu'on aurait quand même un attachement assez important des Français, puisqu'on a 20 points d'écart avec nos confrères non français, qui révèlent un attachement au lieu de travail, avec aussi quelque chose de très intéressant que j'ai lu dans ces études, qui est qu'il y a un certain nombre de choses que les salariés souhaitent avoir dans leur lieu de travail, qu'ils ont trouvé chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez eux? Bon, c'est parfois des enfants trop souvent présents pour ceux qui les ont à la maison. Voilà, c'est parfois un chat qui est un peu trop souvent sur le clavier et donc qui crée des dollars là, dans la discussion. Mais ils ont trouvé de la lumière naturelle. Ouais. Ils ont trouvé un accès à l'extérieur. Ils ont trouvé des vues vers l'extérieur. Ils ont trouvé, au moins pendant le temps scolaire, un calme et une acoustique qui étaient adaptés à leurs besoins. Peut-être pas une ergonomie de leur chaise parce qu'ils ne l'ont pas toujours, mais ils ont trouvé aussi tout ça. Et je pense qu'ils auront envie de retrouver aussi tout ça dans leur espace de travail. Et ce sera un élément du dialogue, je pense, dans le cadre des accords qui devront être faits pour les nouvelles formes de travail. Et ça sera un élément de dialogue dans quelques minutes, puisqu'on parle de lumière, de digital, de qualité de l'air. On en parlera avec Arnaud dans un instant. Tiens, pour revenir vers vous, Huda Mata, vous êtes toujours en connexion avec nous. On parlait sur cette flexibilité. Hein. Au départ, il fallait effectivement, on parlait de mètres carrés densifiés de personnes au mètre carré. Aujourd'hui, en période de Covid, il faut plutôt dédensifier. Alors dédensifier notamment pour sécuriser et rendre plus sain, comme vous le disiez, en respectant de nombreux critères que vous voulez mettre en application dans les espaces. Mais quels critères, par exemple, pour dédensifier et aller vers un environnement plus sain? Donc déjà effectivement pour moi il y a plusieurs espaces qui sont assez différents. La plupart du temps les open space sont toujours très bien dimensionnés. Après pour pouvoir bien les gérer il faut qu'on ait une vision très claire de l'occupation presque par bureau ou à minima par zone, par étage. En fait, ça dépend de l'organisation que l'entreprise souhaiterait mettre en place. Si c'est du flex office assez ouvert où chacun se met où il veut, ou bien c'est du flex office par petit groupe, par projet. Mais donc, à minima, il faut savoir comment ces open space sont occupés. Et puis sur quel créneau horaire ils sont occupés, plus ou moins. Après, il y a le grand sujet des salles de réunion qui prennent quand même les salles de réunion ou aussi tout autre espace partagé entre plusieurs personnes qui prennent un très grand espace de nos bureaux tertiaires. Et en fait, pour pouvoir bien les contrôler, il faut qu'on ait une bonne vision, encore une fois, de leur occupation. Il y a l'occupation et puis la réservation, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Il y a le sujet de la qualité de l'air, donc du taux de CO2, des différentes particules qui peuvent être présentes, mais qui peut... En fait, la solution à cette qualité d'air, elle pourrait être par la densification ou dédensification, mais elle peut aussi être par un taux d'extraction ou de renouvellement d'air qu'on pourrait arriver à maîtriser si on sait exactement la qualité de l'air à un temps T dans ces salles de réunion. Et le troisième sujet, il y a aussi un peu le sentiment des usagers et donc potentiellement comment ils se sentent dans cette pièce. Et pareil, il y a des petits IoT aujourd'hui qui pourront nous permettre de mesurer ces taux de satisfaction des gens. Tout comme on peut revenir aussi sur l'histoire de luminosité, de lumière naturelle, voilà, toute cette histoire de, en fait, est-ce que j'ai la bonne luminosité pour travailler et est-ce que je pourrais l'avoir sans allumer un luminaire? Sinon, ok, il faut l'allumer, mais dans l'idéal, on pourrait ne pas l'allumer pour des raisons de tout le monde est plus content d'avoir une lumière naturelle, mais aussi pour des raisons d'optimisation énergétique. Ouais.
Ça me donne l'occasion, là, très clairement et de manière très concrète, de me tourner vers Arnaud Ferrette. Comment vous mettez tout cela en pratique? Il est question de gérer le confort de l'occupant, là, Arnaud. C'est la base. C'est vrai que Distech Controls sait faire, mais vous voulez aller plus loin pour acquérir tout type d'usage, hein, c'est bien cela? Donc oui, la première des choses, c'est vraiment d'avoir le confort de l'occupant. Donc être sûr que voilà, on se sente bien en pilotant tous les usages classiques, c'est-à-dire la climatisation, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, mais d'aller plus loin en mettant à disposition toute la donnée. Et d'où l'intérêt de mettre des solutions ouvertes et connectées. C'est ce qu'on s'efforce de faire depuis tout le temps chez Distech Control. Et en même temps, de mettre cette donnée, mais qu'elle soit compréhensible et ordonnée par tout le monde. Et c'est là l'importance de l'information, de ne pas la garder, de ne pas la rendre captive chez nous et de la mettre à disposition pour l'utilisation de nouveaux capteurs, pour l'utilisation justement de s'assurer que le bâtiment soit sain et de mettre à disposition cette information pour tout le bâtiment en entier. Alors aujourd'hui, il faut donc réussir maintenant la transition entre la vie en home office et le retour au bureau. Vous parliez d'hybridité, moi j'ai entendu parler d'hybridation en ce moment. Et l'un des enjeux, Arnaud, c'est justement de réussir cette hybridation, hein. Les deux se disent, Gwenaëlle? Hybridité, hybridation? Les deux se disent. Bon, Oui. merci. Oui, Vous avez pas entendu parler d'hybridité? j'ai plus ou entendu d'hybridation, parler vous? d'hybridation que D'accord. d'hybridité, mais encore une fois, je pense que c'est pas mal de nouveaux mots. On apprend aussi avec tout ça. Mais je voulais revenir sur une petite chose, c'est pas uniquement sur le bureau, c'est aussi dans tous les bâtiments aussi que l'on peut équiper. Entre autres, tout ce qui va être à l'école aussi, qui est important, parce que c'est aussi un lieu de rencontre pour nos enfants, qui aujourd'hui est un peu différent, qui a été privé pendant plus d'un an. Donc on se retrouve dans des situations où il faut amener la qualité d'air principalement, et de la sécurité. C'est comment on va faire ce retour dans nos bâtiments de bureaux et en même temps à l'école, en toute sécurité. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est vrai que les modes de travail évoluent, que ce soit donc en raison du contexte actuel, mais aussi en fonction des besoins des collaborateurs et de l'entreprise. Les espaces s'adaptent. Je me tourne vers vous, Gwenaëlle Chaboulet. Comment vous voyez cette évolution ou révolution depuis le Covid? Et pour bien fixer l'échange, un rappel sur d'abord les besoins fondamentaux qu'il y a au travail. Question simple. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout de suite. On utilise, nous, une pyramide qui est la pyramide de Maslow, qui permet d'identifier quels sont les besoins primaires vers des besoins de plus en plus élevés. Et dans cette pyramide de Maslow, qu'on utilise pour plusieurs choses, dont les sujets de bien-être, les premiers besoins sont des besoins physiologiques et des besoins de sécurité. Et donc, en effet, quand on envoie nos enfants à l'école, quand on vient nous-mêmes au bureau, quand on aura le droit d'y retourner, une des premières choses dont il faudra qu'on soit sûr, c'est qu'on assure aux collaborateurs, qu'on assure aux étudiants plus grands, plus grands ou petits, des espaces qui sont en matière de qualité d'air, puisqu'on sait aujourd'hui que le virus a une grande transmission par l'air, des espaces qui sont sains, des espaces qui sont aérés, dans lesquels on peut assurer cette sécurité. Donc je pense que ça, c'est un élément qui est assez capital. Et donc finalement, on avait peut-être progressé dans la pyramide de Maslow jusqu'à la dernière étape qui est l'estime les besoins d'estime. Et peut-être qu'avec cette crise, on est redescendu un peu. Et peut-être qu'on va remonter différemment dans cette pyramide. Parce que peut-être qu'aussi la façon de se réaliser, elle va passer par autre chose, qui sont des choses que les talents, comme on les appelle. Alors, je trouve que c'est une problématique d'appeler les gens tous des talents, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas des talents. C'est comme les essentiels et les non essentiels, mais ce n'est pas le débat du jour. On va peut-être monter différemment, parce qu'aujourd'hui, les talents attendent que les entreprises aient une démarche qui soit soucieuse de l'environnement, soucieuse des enjeux sociétaux. Et donc, le bien-être n'est pas tout à fait absent de ce dialogue-là, parce que l'OMS dit que la santé, c'est pas l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être, qui soit physique, biologique, psychique et de lien social. Et donc voilà, donc tout ça s'invite, à mon avis, dans la conversation aujourd'hui dans les espaces de travail, avec être bien et avec des éléments fondamentaux qui ne sont pas que la qualité de l'air, même si c'est absolument fondamental de bien respirer, de respirer un air sain, mais qui est aussi la lumière, ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Ouda, en matière de qualité de la lumière. Est-ce que j'ai assez de luminosité pour faire mon travail? Mais la lumière, ça n'est pas que le travail et de la façon c'est pas que la capacité à lire, hein, c'est aussi la capacité à être vigilant, puisque c'est ce qui rythme
notre horloge biologique. Et donc là, on voit aussi que ça a un impact extrêmement fort sur nous, la bonne qualité de la lumière qu'on perçoit dans nos yeux. Voilà, donc autant de sujets qui invitent des acteurs à se saisir de ce sujet pour donner les moyens aux organisations de livrer des espaces sains et aux occupants de prendre soin soi-même de son espace de travail, vous l'avez évoqué. Elle est intarissable, Gwenaëlle Chabroulier. Je vous vois toujours en connexion. Ouda, hein, vous nous faites un petit signe si vous souhaitez intervenir et on viendra vers vous. Hein. Juste de manière un peu plus synthétique, Gwenaëlle, on a compris effectivement que le bien-être au travail, évidemment, que ça doit être traité. Mais moi, je voudrais positiver par rapport à la crise, là, par rapport au Covid. Ça peut être vu comme une opportunité qui nous a permis d'expérimenter sur la durée maintenant, depuis un tout petit peu plus d'un an, un certain nombre de choses. Lesquelles vous pensez aux 2-3, quelles choses essentielles? Alors d'abord le télétravail, Oui, parce qu'il y avait des obstacles qui étaient majeurs. C'est vrai qu'il y a un an, le télétravail, c'était presque une inconnue pour la majorité de personnes. Ouais. Aller chercher des choses positives qui nous apportent de la résilience dans les outils numériques et les nouvelles technologies. Je pense que c'est quelque chose qui a été apporté par cette crise. Et aussi reconnaître qu'il y a des besoins fondamentaux que nous avons, dont on a été en fait mis à l'écart, dont nos collègues de travail, mais la famille, les amis, et que c'est un fondamental dont on a besoin, qui peut-être fait que les Français, comme j'ai dit tout à l'heure, ont besoin de revenir sur leur lieu de travail ou trouver des moyens de collaborer. C'est une question que je pose à tous les deux en plateau et ici à Ouda en connexion de manière très rapide. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a de nouveaux rituels en fait. Il y a de nouveaux rituels. Exactement. Auxquels vous pensez et quel sens leur donner, Arnaud, Gwenaëlle, Ouda peut-être, sur ces nouveaux rituels. Quel sens vous leur donnez, vous? En fait, moi, je veux avant tout rebondir sur le fait que le télétravail, ça fait des années qu'il vient un peu timidement, et puis on pensait qu'il y avait des soucis, mais est-ce que notre infrastructure IT va tenir? Et en fait, on a vu avec cette crise qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu peut-être plus confiance. Tout a tenu. Ça s'est super bien passé, donc effectivement, les choses tiennent bien. Après, en fait, cette histoire de travail, pour moi, revenir dans le lieu de travail, en fait, va nous forcer à travailler différemment. Parce que si chacun va faire 1 ou 2 jours ou 3 jours de télétravail, le jour où il reviendra, il a envie de voir ses collègues, il a envie de profiter de ce lieu de travail pour faire encore plus de collaboration. Il ne va plus venir pour faire de la production dans son bureau fermé. Donc, ces jours-là, ils vont potentiellement nous forcer à créer des rituels ou des réunions ou du temps de collaboration de plus en plus poussé qui va être concentré sur certaines journées, alors que d'autres vont vraiment plutôt être pour soit des réunions, soit de la veille, soit de la production, mais des choses qu'on pourrait faire tout seul. Alors que quand on est sur le lieu de travail, on souhaiterait être ensemble, ne pas perdre du temps à être dans une petite bulle. Voilà. Ouais, merci pour cet avis. Vous avez, je vais vers vous, mais un aspect qu'évoquait Gwenaëlle à l'instant, vous avez commencé à évoquer, Gwenaëlle, le fait ou la question de savoir comment l'architecture peut se mettre au service des usages, comment justement qualifier les bâtiments, et on rentrera dans le technique avec vous pour le côté Distinct Controls, Arnaud, comment les qualifier ces bâtiments pour assurer un environnement sain. Vous avez parlé de la qualité de l'air, vous avez parlé de la qualité de lumière, vous avez parlé d'acoustique, d'espace adapté. Gwenaëlle Chabroulier. Donc nous, on utilise un certain nombre d'outils qui sont disponibles sur le marché, qui sont très bien conçus, qui sont le fruit d'années de travail de recherche avec des médecins, des architectes, des sociologues, des designers, des gens spécialistes de santé publique, comme par exemple le référentiel WELL, qui est un référentiel américain, comme le référentiel Osmose, qui est un référentiel français, Fitwel, qui est un référentiel également américain, et qui permettent d'avoir une vision 360 de ce qu'on a comme outil à notre disposition et pour faire des tactiques, des stratégies, des feuilles de route de bien-être par l'immobilier. Donc, qui permettent de voir à la fois les aspects qu'on a déjà évoqués, de qualité d'air, de lumière, d'acoustique, dont l'électromagnétique, etc. Mais qui permettent aussi d'investir d'autres champs qui sont le champ des services et qui sont aussi le champ, par exemple, du design actif. Donc, l'architecture, elle peut se mettre au service d'une nécessité qui est celle de bouger
quelque chose que certains d'entre nous ont perdu en télétravail, puisque on a moins l'occasion de bouger quand on est en télétravail. Mais vous avez une astuce. Et moi, j'ai une astuce. Je fais 1 heure ou 1 heure et demie de marche active, de marche de réunion. Je fais des chemins de réunion. Donc, Oui. j'ai un parcours autour de chez moi. Donc, ça fait 1 heure, 1 heure et demie de marche pour faire des chemins de réunion. Donc, il faut que les autres acceptent. Bien Mais sûr. ça marche très, très bien. Et donc, c'est ça, l'architecture. Elle peut apporter énormément de choses sur le bien-être et parler et apporter des solutions pour les problèmes respiratoires, les problèmes qui sont liés à maladies cardiovasculaires, les maladies qui sont liées aux articulations. Donc, ce n'est pas une mode. Voilà. C'est un vrai besoin qu'on a de créer des espaces dans lesquels on passe 90% de notre temps. Je crois que ce chiffre, normalement, quand on fait une conférence sur le bien-être, ça vient dans les 3 minutes. C'est qu'on passe 90% de notre temps dans les espaces intérieurs. Donc j'ai laissé le temps passer. Je me suis dit combien de temps on va tenir. Donc 25 minutes. Donc 90% de notre temps, on le passe dans les espaces intérieurs. Et c'est une deuxième enveloppe, comme une deuxième enveloppe corporelle. Et elle doit nous offrir des choses de manière à ce qu'on fonctionne correctement. Arnaud Ferrette, sur ces aspects justement, espace de vie qui s'adapte à l'évolution des usages, qualité de l'air, traitement de l'air intérieur, vous, chez Distech Controls, comment vous abordez ces points-là? C'est vrai que c'est un aspect primordial de pouvoir proposer des solutions avec un socle bien ouvert, bien connecté, pour pouvoir permettre d'acquérir et de mettre toute programmation simple à l'intérieur, pour pouvoir piloter son bâtiment de façon totalement simple. Et l'objectif, c'est de s'assurer que ce bâtiment, on arrive dans la pièce, elle est saine, et donc il va falloir à un moment donné pouvoir l'afficher pour rassurer les clients, pour rassurer les enfants aussi, quand ils vont rentrer donc, dans leur classe. Et donc aujourd'hui, on a toute une batterie de possibilités, que ce soit des écrans, on a toutes des solutions type des Allure Unitouch chez nous qui nous permettent justement... Pardon, Des Allure Unitouch, vous m'avez perdu. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ce sont des écrans qui permettent justement dans les salles de réunion de pouvoir piloter son éclairage et ses stores et en même temps sa ventilation, mais ça permet aussi de voir si la salle est saine, ainsi de suite. Mais on peut le faire aussi maintenant sur la digitalisation, comme vous disiez, sur justement une application qui pourrait s'appeler My Personify Workplace, comme nous l'avons, ou une application du client, vu qu'aujourd'hui nos solutions sont totalement ouvertes et permettent d'être pilotées par d'autres acteurs du marché, d'autres entreprises de services numériques, sans que ce soit forcément Distech. On veut vraiment rester à notre place et avoir ce socle le plus ouvert du marché et participer justement à l'ouverture et justement à rendre ces bâtiments les plus intelligents et les plus sains possibles. Que ce soit bien clair, donnez-nous des exemples, par exemple. Mais il n'y a pas que les bureaux qui sont concernés par ces sujets. Hein. Non, il y a tout plein à fait. d'autres espaces. On parlait d'espace au sens large, évidemment. Hein. Tout à fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est aussi les espaces pour tout ce qui est bâtiment administratif et tout ce qui va être à l'école, donc les collèges, les lycées, les groupes scolaires. L'objectif, c'est d'apporter justement cette qualité d'air qui est importante, mais pas que d'air, de lumière aussi. Le bruit, même si c'est des choses qui arrivent aussi, on nous le demande de plus en plus. Donc nous, on offre des possibilités de programmation dans nos automates en fonction donc du besoin. Mais là, par exemple, on est en train de déployer 3 bâtiments, 3 collèges en Île-de-France, dans le 77, où il y a vraiment une volonté d'amener l'air sain, mais le bon air sain au bon endroit, en sachant le nombre de personnes qu'il peut y avoir. De plus en plus, nos enfants sont en demi-jauge en ce moment à l'école, donc il ne faut pas en amener trop parce que sinon on va surconsommer. Donc là, il y a vraiment une adaptation de la programmation qui est importante à faire, et ça, on laisse la possibilité justement à nos partenaires intégrateurs, parce qu'on fait de l'indirect chez Distech, on ne vend pas en direct, ça leur permet de programmer en fonction de ce que veulent vraiment les clients ou ce que veulent les administrations. Là, vous nous parlez d'optimisation énergétique et de digitalisation, en fait, hein, c'est ça? Complètement. Ouais. Gwenaëlle a abordé le sujet, mais j'aimerais qu'on y revienne évidemment. Alors, on a parlé d'organisation avec Ouda Mata également en collection. Vous nous dites, Ouda, hein, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Hein, vous levez le pouce, je vous ai dans mon œil d'écran de contrôle. Là, hein. On a parlé d'organisation, on a parlé d'outils, on a parlé aussi un peu d'espace. Gwenaëlle, vous vouliez insister sur l'expérience positive de travail pour les utilisateurs et donc de l'activité physique. Oui, l'activité physique est un élément qui est important, qu'on va rechercher par différentes postures de travail. Donc, je pense que dans la flexibilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu, Ouda, il y a le fait qu'on offre différents types d'espaces, et dans ces différents types d'espaces, différentes postures de travail qui peuvent amener beaucoup de bien-être, parce on aime travailler assis, mais debout assis, avec de la lumière, beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. Donc, je pense qu'aussi, on avait peut-être des espaces de travail qui étaient relativement uniformes et que cette uniformité, elle ne représentait pas
les besoins de chacun ou les plaisirs de chacun à travailler différemment. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est un sujet qui mérite d'être regardé dans les espaces de travail qui vont être, qui est déjà un sujet qui est intégré. De là à mettre un stepper dans un espace de travail, je ne sais pas, il y a eu des essais qui ont été faits, hein. Moi, je marche vraiment. Ah oui. Et il y a aussi des tapis de marche qui ont été intégrés dans certains espaces de travail. Je vois que ça n'a pas fait énormément de petits, au moins en France, quoi. Je vous voyais acquiescer, Ouda, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais exactement, je pense qu'on a un peu la même vision. Je trouve que cette histoire de mesurer le taux exact d'occupation par espace à travers, plein d'outils qui peuvent exister sur le marché, ça ne se déploie pas assez en France. Tout le monde a envie d'avoir l'occupation réelle, mais on n'est pas prêt à aller vers des mesures intrusives. Voilà, on est un pays, je pense, qui n'aime pas, trop être suivi. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre entre qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'un point de vue hardware et qu'est-ce qu'on pourrait récupérer par la remontée des données sans être intrusif vers l'occupant. Mhm. Bon, Mais on a un peu la même analyse. Pardon, on est exactement dans le très bon timing. On apportera une conclusion à ces échanges dans quelques minutes, mais je le disais, sur le chat de l'émission, depuis 14 heures, vous nous avez laissé des messages et on va les prendre en direct. Alors vous répartirez les réponses, hein. Oda depuis la Grèce et depuis le plateau, Gwenaël et Arnaud. Si on peut avoir la première question, voilà. Vous parlez de la qualité d'éclairage au travail. Quelles sont les solutions pour reproduire les meilleures conditions naturelles et avec quel type de système de gestion technique? Très clairement, je pense que cette question elle est pour vous, Arnaud, là, hein. Je pense peut-être un peu plus, Ouais. oui. Donc aujourd'hui, pour On parle d'éclairage au travail, ouais, ou d'éclairage tout court. de l'éclairage tout court. Aujourd'hui, en fait, il y a un éclairage qui s'appelle l'éclairage circadien. En fait, c'est l'éclairage qui permet de suivre la courbe du soleil, qui permet surtout de s'assurer que l'on reste toujours éveillé et toujours se sentir le mieux au travail, comme la course du soleil. Et donc aujourd'hui, on embarque en fait dans nos régulateurs et dans nos contrôleurs d'éclairage, on embarque justement cette gestion de cycle circadien et qui nous permet justement de permettre de se sentir mieux au travail grâce à cette programmation. Sur l'éclairage, Gwenaël Chaboulier, votre expérience? Prenez le micro, ça ira mieux. Voilà, allez-y. Avec le micro, pardon. Je savais que ça allait m'arriver. Pas de souci. Donc oui, l'éclairage circadien, c'est vraiment, ça a été je pense, une révolution. C'est une découverte qui n'est pas si vieille que ça, hein. Voilà, on a des récepteurs dans notre œil qui en fait réagissent à la lumière naturelle et en fait aux températures de couleur voilà, qui sont liées à la lumière vraiment du soleil. Et donc ces études ont montré qu'il y avait un impact direct entre le fait de respecter ces différentes expositions à ces températures de couleurs différentes et ces spectres de lumière différents sur plein de sujets qui sont la capacité d'endormissement. Donc quand on dort bien, a priori, on est plus productif au travail dans la journée. On est plus présent à ses élèves quand on est professeur, plus présent aux siens quand on doit être avec les siens. Donc ça a un impact qui est réel et aussi des effets qui sont des effets même sur certaines maladies. Donc il y a eu des travaux qui ont été faits sur des cancers qui étaient plus nombreux dans certaines populations qui travaillaient plus la nuit. Donc c'est un élément qui est assez fondamental parce que ça impacte toute notre vie, celle au travail et celle qui est pas au travail. Et donc on utilise des outils de mesure très spécifiques qui sont plus les Mais mêmes. Voilà. Pas encore très développé, on le voit, c'est quelque chose qui arrive doucement. Nous, on est prêts, mais on ne le voit pas encore. Et là, il y a un travail à faire justement entre les personnes qui sont spécialistes comme nous de l'aménagement intérieur et puis les personnes qui sont en capacité, les sociétés capables de délivrer des solutions techniques. Parce que comme c'est la qualité de la lumière qui rentre dans l'œil, typiquement quand on fait la mesure, c'est un peu technique, mais c'est assez drôle comme sujet. C'est qu'au lieu de mettre le capteur pour faire une lecture horizontale, qui est la façon dont on fait une lecture, en fait, on lit. En fait, la mesure, elle se fait sur un autre plan, sur le plan vertical, parce que c'est la lumière qui rentre dans l'œil. Donc, ça veut dire que la façon dont on pose les luminaires, la façon dont pénètre la lumière naturelle dans l'espace et la façon dont on positionne en fait les postes de travail et puis les écrans, tout ça a un impact réel sur la lumière. Depuis le soleil de Grèce, Ouda, vous voulez rajouter quelque chose sur l'éclairage circadien notamment?
Euh, pas vraiment, mais nous, notamment, c'est quelque chose qu'on contrôle et il faut bien croire qu'indépendamment, les espaces, il y a les espaces qui sont proches des fenêtres, mais il y a aussi les autres qu'on ne peut pas trop oublier. Et donc, on est content qu'il y ait une régulation qui nous permet de contrôler différemment celles qui sont très proches de la lumière naturelle et qui peuvent la recevoir d'une façon simple, et puis les autres qui sont un tout petit peu moins chanceux et qui ne sont pas positionnés à côté des fenêtres ou au bon étage. Oui. Merci, je reviens vers vous. Il y avait une deuxième question, là aussi toujours technique, question que vous nous avez laissée sur le chat durant l'émission. Comment mesurer et améliorer concrètement la qualité de l'air dans les espaces de travail? Ça, c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de monde, la qualité de l'air, Arnaud. Je vais juste me permettre, parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, et entre autres, c'est ce qu'on est en train de faire dans les différents collèges que j'ai mentionné tout à l'heure. On utilise donc chez Distech un contrôleur qui s'appelle un ECY-VAV, qui permet justement de piloter les registres pour amener la bonne quantité d'air dans la pièce, en fonction donc d'un nombre de personnes, en fonction de capteurs de CO2. Ça permet justement d'améliorer et d'optimiser cette qualité d'air. Nouvelle question, vous parlez de flexibilité de lieu de travail. Quelles sont les solutions quand mon entreprise comporte plusieurs sites en France et à l'étranger? Vous achetez un bon pass déjà et ensuite vous voyagez beaucoup. Peut-être vous prenez la question, Gwenaëlle, la réponse, pardon. Flexibilité de lieu de travail, les solutions quand je suis partagé entre un siège peut-être en France et d'autres agences à l'étranger. Alors, peut-être un premier élément, c'est que peut-être que ces sociétés qui ont des succursales à travers le monde avaient déjà finalement développé une certaine agilité par rapport, peut-être pas au télétravail, mais en tout cas à un travail qui est un travail dans des espaces distribués dans différents lieux du monde. Après, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont des solutions qui sont des plateformes de travail collaboratif qui vont même au-delà de celles qui sont les plus usuellement utilisées comme Teams. Donc, qui sont des lieux qui est l'expérience vraiment digitale du travail. Et après, on a d'autres solutions que nous on utilise. On a fait un test, on s'est connecté avec le système Wojo, qui est un système qui nous permet d'utiliser les hôtels et certains restaurants pour pouvoir travailler en dehors du bureau, mais au plus près de ma réunion, quand j'ai pas le temps entre un train et un lieu. Par exemple, pour venir ici, j'aurais pu tout à fait aller dans un Wojo Spot dans Lyon qui m'aurait permis de travailler en attendant l'heure de notre plateau, par exemple. Donc, il existe aujourd'hui, tout ça pour dire que dans cette flexibilité, il existe aujourd'hui beaucoup de solutions innovantes qui permettent d'imaginer un travail qui est un travail distribué là où ça a du sens par rapport au mode de travail et aux localisations d'entreprise. Les solutions existent en effet, elles se mettent en place, elles existaient, elles sont en train d'être mises en place. Il faut maintenant que ça rentre dans les mœurs. C'est peut-être le plus difficile, on est d'accord. Nouvelle question. Tiens, durant cette émission, Arnaud Ferret a parlé de services connectés. Avez-vous des exemples concrets? Il va me dire oui. Oui. Lesquels? Donc, il y a des services très concrets de géolocalisation, par exemple. Des services qui permettent justement de communiquer avec les salles de réunion, pour aller trouver la salle de réunion, être sûr qu'elle est disponible et qu'elle a tous les équipements nécessaires pour bien faire ma réunion, mais aussi d'autres choses qui arrivent de plus en plus, c'est-à-dire communiquer avec de la gestion de la GMAO, communiquer avec le restaurant d'entreprise, qui permet de savoir ce qu'il y a naturellement à manger au restaurant, mais de plus en plus aussi avec les sociétés de ménage pour savoir si la pièce est vraiment saine et s'il faut faire passer encore d'autres personnes, et avec toute une conciergerie, puis tous les services aujourd'hui qu'on ne connaît pas, d'où l'importance d'avoir des solutions totalement ouvertes et connectées qui permettent à n'importe quel nouveau service puisse venir se connecter sur les équipements qui sont en place. Bon, moi j'ai une question de conclusion et on va prendre le temps tous les trois afin d'apporter la réponse essentielle ou la réponse qu'il vous plaît que l'on retienne. Effectivement, la flexibilité pour des bâtiments sains, comment les espaces de vie s'adaptent-ils à l'évolution des usages? Gwenaëlle Chavroulet, quelle serait l'idée essentielle que vous voulez qu'on retienne sur cette thématique? Avec le micro, Gwenaëlle. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est le sujet de flexibilité. Oui. Donc, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est l'adaptabilité. Je trouve que ça fait bien la synthèse des enjeux environnementaux que vous avez évoqués tout à l'heure avec les enjeux de performance énergétique. Les enjeux sociétaux
d'équilibre de vie professionnelle, vie privée. Voilà, des équilibres à retrouver dans les modes de management, quelle est la place du management intermédiaire, donc, et puis des enjeux de recherche de recherche de sens qu'ont les salariés au sein d'une société ou les collaborateurs qui vont la rejoindre. Donc, je trouve que cette terminologie de flexibilité qui est polymorphe, elle fait bien la synthèse de beaucoup d'enjeux qu'on a à traiter et qui fait le bonheur de notre travail actuellement. Chez ARP Astran, justement, quel est en ce moment le sujet principal que vous avez à traiter? Pourquoi êtes-vous le plus sollicité? Sur quels aspects? C'est un peu pour faire ces synthèses. Nous, dans les sujets des transformations que vous avez évoquées tout à l'heure, il y a plusieurs transformations auxquelles on s'attelle depuis de nombreuses années. Il y a celle des opportunités des nouvelles technologies, avec le smart building. Il y a les enjeux de changement climatique, qu'on n'a pas beaucoup évoqué là, mais qui est un vrai sujet, donc qui va être un élément qui va aussi s'inviter dans la façon dont on va réguler les bâtiments. Et puis avec quels nouveaux critères et indicateurs on va regarder la vraie qualité de vie dans un bâtiment au regard d'un changement de l'environnement, donc qui vont être des vagues de chaleur. Donc ici, vous allez connaître des moments qui vont être des moments difficiles, très longs, avec des températures diurnes et nocturnes qui vont pas être si différentes. Donc il va faire vraiment très chaud. Voilà, donc ça nous intéresse beaucoup et on voit bien que ces éléments, du coup, ils impactent beaucoup de choses. La qualité de vie, la capacité à faire attention à notre planète, à la réparer peut-être. Et donc, tous ces sujets s'invitent aujourd'hui un peu au même moment, que ce soit d'ordre sociétal, d'ordre de performance économique ou d'ordre environnemental. Donc, c'est pas simple parce que ça fait beaucoup d'enjeux en même temps. En même temps, pour tout cela, on n'a pas peut-être beaucoup de temps pour y travailler. Et ce sont les sujets de prochaines émissions. Les idées sont notées. Avec vous, en dernière connexion avec vous, Ouda Mata, depuis la Crète, et merci d'être resté connecté justement sur cette problématique, la flexibilité pour des bâtiments sains. Comment les espaces de vie s'adaptent-ils à l'évolution des usages? Quels seraient le ou les 2-3 messages essentiels que vous voulez que l'on retienne, Ouda Mata? Moi, je vais avoir plutôt un message autour de l'exploitation. En fait, Oui. pour pouvoir gérer des bâtiments sains, pour pouvoir réduire nos mètres carrés sans impacter la productivité et le bien-être, en fait, il faut maîtriser notre immeuble. Pour maîtriser notre bâtiment, il faut qu'on ait les bonnes données d'une façon claire, organisée, lisible par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Et, euh, et pour ça, il y a plein de choses qui existent, mais en fait, gérer notre donnée, avoir un outil qui nous permet de les remonter, de les organiser, de les classifier pour que ça fasse un sens pour nous, est primordial pour qu'on maîtrise notre bâtiment et donc pour pouvoir améliorer son bien-être et prendre les bonnes décisions, en fait. Merci Ouda, merci beaucoup. Conclusion pour vous également, Arnaud Ferret? Cette flexibilité, c'est aussi avoir un équilibre, comme disait Gonel, c'est d'avoir un équilibre personnel et au bureau. Et c'est une des clés justement de pouvoir passer ce moment qui a été compliqué et de continuer, donc nous, chez Distech Control, à proposer des solutions, avoir un socle, ce fameux socle ouvert, pour mettre à disposition cette donnée dont parlait Ouda, qui puisse l'utiliser. Donc on va rester humblement à continuer à performer dans cet objectif. Humblement, tout en étant performant, évidemment. Ça va ensemble. Bon, merci Arnaud Ferret. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle Chabroulet d'être venu sur ce plateau. Merci Ouda Mata, merci. Belle fin d'après-midi en Crète, profitez du soleil. Et là-bas, vous n'avez pas besoin des contrôleurs Distech, tout va bien. Tout va bien. La lumière naturelle est très bien. Merci à tous nos experts, à la régie, aux équipes techniques pour la mobilisation. Rendez-vous le 8 juin. Nous parlerons de transition environnementale et numérique avec là aussi de nouveaux invités. D'ici là, vous retrouvez tous les contenus en replay sur le site distech-controls.com et sur tous les médias sociaux. Bref, restez connectés sur DCTV.